Bonjour, chers amis. Dimanche dernier, à la liturgie des célébrations eucharistiques, on célébrait le dimanche missionnaire. J'ai pensé pour l'occasion vous inviter un missionnaire bien de chez nous, en la personne de M. Yves Bédard. Bonjour Yves. Bonjour Marie-Josée. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je t'appelle missionnaire parce que pour moi, tu es l'exemple même d'un missionnaire. Un missionnaire nouveau genre, mais un missionnaire quand même. Si tu veux, j'ai pensé, pour en informer nos amis de la télévision, prendre toute une émission la semaine prochaine pour parler de ta mission plus spécifiquement au Pérou. Mais cette semaine, d'abord, je voudrais te présenter pour que les gens te connaissent bien. Et puis, parler de ce que tu fais ici même à Victoriaville, qui est aussi, à mon sens, une mission. Yves Bédard, qui es-tu? Moi, je te connais bien, mais ça me fait plaisir de te présenter à nos amis de la télévision. C'est un peu difficile de se décrire soi-même, je pense, mais parce qu'on pourrait prendre ça sous différents aspects. Alors, vous voyez, il est un peu philosophe. Non. Mais bon, disons, je suis un homme originaire d'Abitibi, que j'ai quitté à l'époque, dans la vingtaine, pour aller étudier à l'université dans l'Outaouais. Et puis, c'est là que j'ai connu la communauté du désert dans les années 80. Bon, puis en 1986, je suis devenu membre de la communauté du désert parce qu'il y avait à l'époque un groupe là-bas de quelques personnes qui vivaient à Hall. Et puis, c'est comme ça qu'ensuite, bon, je me suis intégré au groupe qui est venu ici pour vivre à Victoriaville. Mais tu es originaire de l'Abitibi d'une famille nombreuse, non? Ben oui, comme c'était à l'époque, 8 enfants, oui. Comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, ce serait exceptionnel, mais à l'époque, c'était assez normal. Je suis un des derniers, je suis l'avant-dernier, donc c'était des familles dans la normalité. Vous avez tu as quelques sœurs, quelques frères, plus âgés que toi, c'est ça? Oui, j'ai seulement un frère, mais j'avais 6 sœurs. Quand même! Oui. Alors, tu as passé par la communauté des tout débuts, je dirais, la communauté du désert. Tu as séjourné à Gatineau, dans le temps? Oui. Gatineau, oui. Mais tu étais déjà dans une cellule qu'on appelle, dans une maison dédiée à la vie fraternelle telle que vécue dans la communauté du désert par les membres. Oui, c'est ça. Je les ai connus là-bas. Puis en 1986, je suis devenu membre. Il y avait un petit groupe. Ensuite, alors qu'il était question de construire une maison ici à Victoriaville, je me suis intégré. On m'a demandé si je voulais m'intégrer à ce groupe-là. Donc, on est arrivé ici en 1991, au printemps 1991 à Victoriaville. À l'époque, je travaillais, une vie normale. C'est seulement après qu'on m'a demandé si je voudrais aller faire un essai de mission au Pérou. Mm-hmm. Environ l'année où on est arrivé. Puis bon, il en est découlé des tas de choses, évidemment. Mais avant, tes études consistaient... tu es un homme qui a étudié toutes sortes de choses. Ça fait d'abord... j'ai fait un bac en communication graphique à l'époque. Communication. Oui, en communication graphique, c'était du graphisme. OK. Et puis ensuite, j'ai fini ce cours-là alors qu'il y avait une crise économique assez grave. Au début des années 80 au Québec, donc c'était difficile, mais peu importe, j'ai réussi à trouver un travail quand même un peu dans ce domaine-là, dans l'Outaouais. Et puis c'est après que là, évidemment, après mes années au Pérou, quand je suis revenu, là, j'étais devenu obsolète, j'étais devenu hors d'onde parce que tout avait changé pendant une période aussi longue. Ça va vite dans ce métier-là, les changements, la technologie dans ces années-là, ça... Et puis, quelques années après avoir terminé mes études en graphisme, j'ai fait comme ça un essai de théologie pour voir si j'aimais ça. Puis finalement, je me suis retrouvé à faire un bac aussi en théologie chez les Dominicains d'Ottawa. Et puis, c'est seulement après ça que je suis parti pour le Pérou. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es un homme qui a beaucoup de champs d'intérêt. Je te connais aussi comme musicien. Pas un vrai musicien, mais on fait ce qu'on peut. Non. On fait ce qu'on peut selon les besoins, dans le fond. Il faut se rendre disponible. Il faut toujours se dire, est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose de positif ou de négatif? Puis on fait des choix.
quand c'est possible de rendre service, ben, on le fait. Les gens qui te connaissent à Victoriaville te connaissent surtout comme joueur de guitare et puis comme animateur de la liturgie, des chants liturgiques à l'Église. Yves, tu es un homme qui a du talent pour les arts. Tu as fait des études en théologie. Tu es un musicien. Je t'ai vu aussi enseigner. Quand on est aussi talentueux, comment on choisit, tu l'as dit, ce qui peut rendre service? Moi, ce que je vois de toi, c'est que tu es un homme de service, à tous les services. Est-ce que c'est comme ça que tu choisis tes implications, là où tu peux rendre service? Oui, bien, c'est sûr que, comme je disais, quand on nous offre quelque chose, il faut essayer de discerner. Est-ce que je pense que je suis capable de le faire? Puis si je pense que je suis capable de le faire, j'en ai les capacités, j'en ai le temps, bon, tout ça. Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose de bon pour les autres personnes? Puis à partir de ça, ben, c'est un peu le critère que je me donne. C'est comme ça que j'avais discerné si je devais aller au Pérou faire la première fois un essai de 2 ans, ce que je trouvais très long pour un essai. Ben oui, bon. ça semble... Puis c'est comme ça un peu que j'essaie de discerner chaque fois qu'on m'offre quelque chose. Puis bon, en général, je suis très content des fois que je fais. Parce que pour moi, c'est la meilleure... Essayer de discerner si c'est le projet de Dieu, dans le fond. C'est comme ça. C'est très beau. Tu veux ajuster ta vie au projet. Tu es un homme de foi, Yves. Comment t'es venu ta foi? Ah, ben, mon Dieu. Évidemment, oui, je suis un homme de foi parce que pour être à la communauté du désert, dans le fond, ben, c'était peut-être pas essentiel. C'est quand même important. Oui, c'est ça. Bon, comme tout le monde, j'ai été baptisé, j'ai grandi dans une famille. Sûrement ma mère, oui, était croyante. Mon père, ben, je ne l'ai pas connu beaucoup. Il est décédé quand j'étais jeune, quand j'étais petit gars. Mais c'était une foi, par exemple, assez conventionnelle, disons. Très simple. Ma mère elle-même, dans ses années de vieillesse, après, est devenue une femme très spirituelle, dans le fond, à partir de tout ce qu'elle avait vécu. Mais j'avais abandonné ça à l'adolescence, comme mes amis de l'époque, tout ça. Bon, même dans les années 70, on était quasiment les premiers à abandonner la pratique religieuse parce que c'était un tournant. Puis c'est après, au les début... jeunes, tu veux dire, on était les premiers, les jeunes surtout? Les jeunes, oui, c'est ça, les jeunes, mais il y avait évidemment, à partir des années 70, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, tournant des années 70. Oui. Puis bon, mais c'est après ça, durant la vingtaine, que je suis revenu, disons, juste par une réflexion très, très logique, dans le fond, en me disant, s'il y a un Dieu, je vais accepter de faire quelque chose qui m'ennuie, pour lui offrir ça, c'est-à-dire d'aller à la messe le dimanche, que je trouvais extrêmement ennuyant. Ah oui? Oui. Mais je m'étais dit, à partir d'une réflexion, il n'y avait pas d'émotion dans ça. C'était vraiment... ça me semblait logique que le monde ne soit pas fait par lui-même. Bon, derrière ça, il y a une intelligence, mais une intelligence aimante. OK? Ça, c'était important. Puis, bon, la façon que j'avais trouvée, puis à travers ça, il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas, vraiment, qui m'ont conduit à un moment donné aussi à devenir membre de la communauté du désert. Les choses se sont produites. Si je regarde ma vie, c'est comme si je n'avais pas eu tant de choix à faire, mais les choses se sont présentées. J'ai eu des choix, mais il s'est présenté à moi souvent des choses sur lesquelles le discernement était assez facile à faire, dans le fond. Des occasions. À partir de certains... Oui, c'est ça exactement. À partir de certains critères, c'était assez clair ce que je devais faire en général. Quels étaient tes critères pour choisir, pour discerner, pour... Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Est-ce que je pense que ce qui se présente, j'ai ce qu'il faut pour le faire? Puis si j'ai ce qu'il faut, est-ce que ça peut être quelque chose de bon? Est-ce que ça peut contribuer, ben, c'est beaucoup dire, mais est-ce que ça peut contribuer à améliorer un petit peu le monde? Est-ce que ça peut faire du bien autour? Bon, c'est très simple. Ça peut paraître un peu simple, grandiloquent de dire ça, mais je pense que... Non, pas du tout. C'est la base d'un bon discernement. Oui, c'est ça. De pas trop penser à soi-même, dans le fond. Parce qu'au bout du compte... C'est sûr que c'est ta marque de commerce. Te connaissant bien, parce que Yves, c'est un ami personnel, un frère de la communauté aussi, je sais que ta personne n'est pas nécessairement le point central ou tes intérêts ou ta sensibilité. C'est pas ça qui est prioritaire dans tes choix.
C'est plutôt non, les c'est vrai que critères oui, c'est ça. dont vrai tu que nous as parlé. C'est pas prioritaire. Puis je pense, si je prends mon expérience personnelle, je pense qu'à la longue, on se sent plus heureux comme ça, finalement. Ça devient un chemin de bonheur quand Dieu c'est ça, exactement. est dans l'appel. Oui. Yves, parlons plus précisément du 90 rue Saint-Paul à Victoriaville, parce que tu es là depuis les tout débuts. Tu es présent, résident, et puis tu animes cette maison-là depuis les tout débuts. La mission de la maison a changé au fil du temps. D'abord, il y a eu une première mission qui était celle d'accueillir probablement des membres qui viendraient. Les membres n'étant pas venus, sont arrivés des jeunes. Oui, c'est ça. Parle-nous de ça. Évidemment, quand la maison avait été, quand il avait été construit, question de construire cette maison ici à Victoriaville, j'étais dans l'Outaouais encore. Mais bon, on avait eu des réunions, puis c'était un projet. C'était un projet comme toujours les projets de Gérard Marier, que tu as bien connu, qui semblait un peu étrange à premier abord. Mais si on regarde le plan de Dieu, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, des fois, on mettait même des barrières un peu à ces projets, mais ensuite, on se rendait compte qu'on n'était pas à la hauteur, si on veut, de son cheminement spirituel. Et puis, ce projet-là, ben c'est ça, il avait été présenté, il s'est réalisé. Donc, on est arrivé ici en 91. Ça avait été construit plus, évidemment, pour que ce soit une maison pour les membres de la communauté. Mais comme toutes les communautés, déjà, à l'époque, on était en décroissance. C'est ça. Donc, pendant quelques années, on voyait que pendant quelques années, on cherchait la mission de cette maison-là. Et puis, c'est en 1994, que là, s'est présenté, a débuté le projet d'envoyer des jeunes au Pérou faire 6 mois de travail bénévole avec une période de formation à la communauté du désert pour leur enseigner ce qui était nécessaire, parce que quand on part pour 6 mois, des jeunes qui partent pour 6 mois, c'est pas comme partir 2 semaines. Oui, c'est ça. C'était pas un voyage d'agrément. Non, c'était pas. Puis il fallait qu'il y ait une maîtrise un peu supérieure de l'espagnol, des tas de choses, l'histoire de ce pays, la culture, le choc culturel. Bon, donc la maison était occupée pas mal par ce projet-là. Pendant une dizaine d'années. À travers ça, on faisait de l'accueil aussi de personnes qui avaient des problèmes, par exemple. Parce que de tout temps. Tu le savais depuis les débuts dans la communauté, depuis les années 70, dans les roulottes à Nicolette. Bon, c'était la police qui nous emmenait un gars le soir, à 9 h du soir, parce qu'il avait ramassé quelque part, il ne savait pas quoi en faire. C'était le CLSC qui appelait, c'était l'hôpital, c'était c'était du dépannage. De personnes qui avaient des problèmes comme ça, ponctuels, parce qu'on ne pouvait pas, à l'époque, on ne les recevait pas pour un long terme. Des périodes longtemps. Parce que la maison était occupée par d'autres projets. Puis c'est, à travers ça, à mesure, finalement, au tournant des années 2010 environ, on voyait que vraiment le projet des jeunes était moins intéressant. Moins d'intérêt. Quoi qu'on n'avait jamais fait de publicité, hein? Les groupes, ça venait par le bouche à oreille. C'était toujours la quantité, pas la quantité, mais le nombre de personnes, de jeunes intéressés qu'on avait besoin selon les capacités de notre maison, puis de tout ça, ça se faisait. Et puis même la transition, au tournant des années 2000, on se questionnait que va devenir notre maison, parce que c'est une grande maison. C'est ça. Que va devenir cette maison? Parce qu'on voit qu'il y a moins d'intérêt pour le projet d'aller au Pérou, pour des raisons X, plusieurs raisons. Là, le travail de l'esprit. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est à travers, par exemple, ce projet-là, alors qu'on cherchait une mission pour notre maison, on avait pensé à des projets qui n'étaient peut-être pas très réalistes, ou en tout cas, peu importe, quand on fait un brainstorming, comme on dit, on ne censure pas les idées. Bon. Puis c'est à travers, finalement, ça s'est enclenché par la suite du projet des jeunes qui voulaient aller au Pérou par une fille qui nous a contactés, qui est en thérapie pour des problèmes de consommation, qui est intéressée à ce projet-là. Puis bon, c'est comme ça que... Ça aussi, ça a été une surprise un peu... comme on dit au baseball, c'est une balle qui est arrivée du champ gauche. Parce que là, on ne l'attendait pas, celle-là. C'est ça. Alors, cette fille arrive, demande pour aller au Pérou, demande à être hébergée parce qu'après son séjour en thérapie, elle n'avait plus d'endroit où vivre. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, petit à petit, on s'est mis à accueillir des gens qui sortaient de thérapie. Exactement. Elle m'avait appelé parce qu'elle voulait aller au Pérou. Donc, je lui ai dit, tu dois faire une période minimum d'1 an sans consommation. Mais elle était intéressée quand même à avoir un endroit où rester après sa thérapie. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. Puis
quelques mois après, ça fait quand même 10 ans, ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans, c'est ça. Quelques mois après, la maison était remplie à pleine capacité par des jeunes qui se préparaient à l'OPO, mais aussi par ces personnes qu'on pouvait accueillir. Puis la transition s'est faite comme ça, peu à peu. Ben, par ces personnes qui, bon, après une période de thérapie, ont besoin d'un endroit un peu meilleur que se retrouver dans une maison de chambre à Victoriaville avec du monde qui consomme des fois, puis tout ça, tous les dangers qu'il peut avoir. Ou de retourner à l'endroit d'où ils viennent, là aussi, ce qui est absolument pas bon, parce que c'est presque toujours d'ailleurs des personnes qui viennent d'assez loin d'ici, puis qui ne doivent absolument pas retourner avant une assez longue période, ne doivent pas retourner dans le milieu où ils étaient avant. Sinon, ils retournent dans le même milieu et puis la tentation devient irrésistible. Oui. Alors maintenant, pardon, Yves, tu te retrouves directeur, disons, ou animateur de cette maison-là. Les gens arrivent principalement, parce que c'est pas l'unique source d'arrivée des personnes qui vivent à la maison, mais en général, ce sont des gens qui arrivent de thérapie. Quel est l'intérêt pour eux? Qui sont ces gens? Comment tu les accueilles? Qui es-tu par rapport à eux? Qui sont-ils en général? Parle-nous d'eux. Ah, mon Dieu, c'est sûr que c'est... Hommes et femmes? Hommes et femmes, oui, c'est assez complexe, évidemment, parce qu'il peut y avoir des tas de raisons, mais fondamentalement, c'est des personnes qui ont eu des problèmes de consommation. Ça peut être d'alcoolisme, de drogue, de dépendance à la drogue, de jeu, les formes sont multiples. Oui, c'est ça, les formes sont multiples. C'est des personnes qui ont besoin, après une thérapie fermée de 3 mois ou même 6 mois, c'est des personnes qui ont besoin d'une transition. C'est ça. Dans un endroit, comme je disais, où on essaie de contrôler vraiment. Des fois, on se fait jouer des tours, mais en tout cas, on essaie de contrôler qu'il n'y ait pas de consommation. Un environnement aussi, il ne se retrouve pas dans la solitude, parce que le fait de vivre quand même, on peut en accueillir 13 environ dans la maison. 13, 14, donc c'est un bon nombre, mais le fait de vivre ensemble, il y a des difficultés à vivre ensemble, mais souvent, il y a des grands avantages, donc de ne pas connaître ce qu'est la solitude. Après avoir vécu en thérapie, disons, à 30 personnes, se retrouver seul dans un endroit entre 4 murs, c'est assez souvent catastrophique, d'ailleurs. C'est souvent un mobile de rechute, un motif de rechute. Oui, donc... l'isolement, la solitude, l'ennui, parce que souvent, ils peinent à trouver du travail, ou ils sont pas prêts, ou ils sont fatigués de leur séjour en thérapie. Oui, parce qu'une thérapie, c'est quand même quelque chose d'exigeant. Émotivement. Oui, c'est ça. Ils ont besoin d'une petite période là, de transition. Même si, heureusement, maintenant, c'est facile de trouver du travail. Donc, assez rapidement, s'ils en ont la capacité, s'ils ne sont pas déclarés avec une incapacité... disons, totale au travail, heureusement, c'est assez facile de trouver du travail pour eux maintenant. Quel est ton rôle principalement par rapport à eux? Mon rôle, il y en a plus qu'un. Oui, c'est ça. C'est je m'occupe de toutes les conditions matérielles, disons. Fait que là, je m'occupe de faire l'épicerie, si on veut. Évidemment, les tâches, on divise les tâches entre chacun des résidents de la maison, en gros. Parce que... Il y en a qui... Oui, c'est ça. Donc, il y a un rôle de police un peu dans ça aussi, parce qu'il faut rappeler à l'ordre, il faut faire des réunions, il faut essayer de contrôler. Animer la maison. Animer la maison, avoir toujours aussi une bonne parole avec eux. Oui, tu es très accueillant. Accepter de leur parler, s'informer comment ça va. Être à l'écoute on veut de leurs surtout pas que ce soit une maison de chambre. On veut que ce soit plus, on veut que ce soit une maison... je pense que ça leur plaît parce que souvent, il faut pousser un petit peu vers la porte si on veut donner la chance à d'autres. Sinon, on deviendrait carrément une maison de retraite là, pour des... C'est pas ça qu'on veut. Alors, les gens viennent à la maison, ils sont accueillis, ils sont aussi encadrés un peu, il y a un minimum d'encadrement. Ils sont soit en transition vers le travail ou... Parfois, ils choisissent de retourner aux études, plus rarement, mais sinon aussi, ils s'impliquent dans un bénévolat dans la communauté. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns dans ceux qui sont comment on appelle ça, contraintes sévères au travail. Donc, pour les occuper, on essaie de les encourager à faire un petit peu de bénévolat. Il y a tellement de besoins, de toute façon, dans la société. L'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose. Si on ne peut pas fournir, disons, participer à la société avec un travail stable, c'est au moins d'essayer de faire quelque chose de positif pour la société.
Dans leur cas aussi, le simple fait d'avoir arrêté de consommer, c'est très positif pour la société parce que, dans le fond, combien d'énergie sont gaspillées, combien d'argent est gaspillé par tous les problèmes que peut entraîner la consommation de toutes sortes dans la société. Qu'on parle de l'hôpital, qu'on parle de la police, des interventions pour la prison, souvent, parce qu'on en a eu qui avaient fait des années et des années de prison. Hein, puis, donc, tout ça, une des motivations, c'est sûr que c'est pas nous autres qui en retirent le fruit, mais c'est de faire économiser, je pense, pas mal d'argent au gouvernement, parce que si on regarde ce que ça coûte pour les maintenir dans notre maison, alors qu'on ne reçoit pas un sou du gouvernement. Non. Donc, je pense de ce côté-là aussi, on fait quelque chose de bon pour la société. Mais il y a des gens, tu dis, on ne reçoit pas un sou, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui donnent à la communauté du désert généreusement, parce qu'on reçoit encore des dons pour la maison, pour son œuvre spéciale. Alors, je remercie tous les donateurs. Tu me donnes l'occasion de le faire, de remercier les donateurs de la maison, parce qu'il y en a qui nous soutiennent d'une façon économique, d'autres par la prière, d'autres par un petit coup de main, un service occasionnel. Yves, tu fais pas ça à 68 ans parce que tu en retires des bénéfices incroyables. Quelle est ta foi? Quelle est la parole de Dieu qui t'inspire? Est-ce qu'il y en a une qui pourrait t'inspirer c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Si j'en prenais une comme ça, je pense que c'est dans Romains 8, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains de Saint Paul. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. OK. Puis je le vois dans ma vie, dans le fond. J'essaie d'aimer Dieu, si on veut, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de faire du bien autour de soi, selon nos capacités. Et puis, au bout du compte, je pense que tout concourt à mon bien dans ça, parce que, tu sais, dans le fond, c'est une belle je pense à ce qui aurait été ma vie. On ne peut pas s'imaginer, ça donnerait de vivre dans la théorie pure. Ouais. Ce qui aurait été ma vie si je n'avais pas connu la communauté du désert, si je n'avais pas connu Gérard. Si je n'avais pas connu Gérard Marié, si je n'avais pas accepté d'aller d'aller vivre une expérience au Pérou, qui finalement s'est prolongée sur un bon nombre d'années. Puis je me dis, je ne serais pas le même homme. C'est sûr que quand je vais mourir, bon, on ne sait pas, là, mais tu sais, je me dis, au bout du compte, tout ça valait beaucoup la peine. Même si ça a été des efforts, puis pour du monde, même mes sœurs me disaient que j'étais un peu... c'était peut-être pas ce qu'ils espéraient, parce qu'à l'époque, j'aurais pu faire autre chose. Ils se présentaient des tas de choses. C'est très particulier, ton parcours. C'est unique. Puis en même temps, c'est très inspirant. Tu as connu un homme spécial, Gérard Marié. Quel était ton lien avec lui? Il est un peu aussi l'appelant, je dirais, celui qui t'a... Bien, c'est sûr que Gérard Marié, même les gens de Victoriaville le connaissent beaucoup. Les gens de beaucoup plus grands, de toute façon, que Victoriaville, parce qu'évidemment, on sait qu'il était un prédicateur qui était demandé pour aller même en Martinique, Guadeloupe, dans l'île maritime. En Floride. Oui, c'est ça. Bon, évidemment, je l'ai côtoyé toutes les années où j'étais ici à Victoriaville. Les années que j'étais au Pérou, c'était de loin, évidemment. Mais c'était une figure extrêmement charismatique, dans tous les sens du terme. Hein? Difficile à comprendre, souvent. Je t'apprends rien. Parce que les vues comme dit l'Écriture, les vues de Dieu ne sont pas toujours nos vues à nous. Puis je pense qu'étant donné qu'il avait vécu une expérience spirituelle fondamentale de 5 août 71, il en avait tiré des conséquences, puis il discernait plus ou moins ce que devait être... C'est ça. Il discernait plus ou moins ce que devait être l'orientation de la communauté du désert, mais pour nous qui étaient comme un peu... pas juste des passagers. Évidemment, on avait notre rôle à dire dans la direction de tout ça, mais des fois, bon, c'était un homme d'exception, on peut le dire comme ça. Hein? C'est vrai. Je ne crois pas rencontrer une autre personne dans ma vie. Ben, je suis sûr de ne pas rencontrer une autre personne comme ça dans ma vie. Je n'en avais pas rencontré avant non plus. Ce qu'il nous aurait laissé, c'est un héritage, c'est une maison, ce sont des gens, des amis. Il nous a laissé aussi une spiritualité, une façon de vivre notre foi chrétienne. Il nous a laissé des constitutions aussi qui forment la communauté, hein, qui nous donnent un peu un code de vie à entretenir entre nous.
c'est ça, il nous a laissé toute une façon aussi de concevoir ce que c'est être membre de l'Église. L'Église qui est une institution, dans le fond, assez décriée de nos jours. Bon, c'est ça, une petite communauté dans l'Église. Oui. Comme il disait lui-même, quand il avait été ordonné prêtre, il était un noble et avec le temps, il était devenu associé à une bande d'ignobles. Bon, c'était son niveau un peu. Tu as avec toi, Yves, la prière des membres de la communauté. Si tu veux, en terminant cette émission, nous voulons prier ensemble pour la suite de ta mission, pour la suite aussi de la communauté. Oui, ça me fait plaisir de prier cette prière. Père, on peut nous compter facilement, nous ne sommes qu'une poignée. Et pourtant, nous voulons être missionnaires du monde entier. Nous sommes parfois usés et pourtant nous nous présentons comme des volontaires sur qui vient une rosée de jouvence. Nous sommes parfois incapables de comprendre tes vues et pourtant nous chantons ta prouesse en notre faveur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous appelles à construire sans cesse le désert, d'après ton plan qui subsiste d'âge en âge. Selon l'Évangile fondateur de la communauté, je bâtirai mon Église et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Qu'au désert tout crie et chante de joie. Amen. Alléluia. Merci Yves. Merci pour ce que tu vis. Merci d'être un membre actif de cette Église en construction qui est chambranlante, mais la promesse est là. Oui. Les puissances de la mort n'auront pas de force contre elle. Je te remercie pour ton service à Victoriaville. Comme tu l'as dit, c'est humble. C'est ce que je décode de ce que tu nous as partagé. C'est un service humble, mais quand même très important. Pour les gens qui sont dans la maison, comme pour la population qui les côtoie, puis qui côtoie des gens qui se réinsèrent dans notre milieu. Merci d'avoir été à l'émission. Je vous invite la semaine prochaine pour la suite de ce beau partage. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.